Donc, ce premier webinaire du 17 septembre à 10 heures, ça va être un webinaire sur le dossier de l'adaptation au changement climatique dans le secteur touristique. Donc, le titre, Récit d'un laboratoire vivant sur l'adaptation au changement climatique du tourisme aux îles de la Madeleine et dans les Laurentides. C'est un webinaire qui va être présenté par un duo, Dominique Lapointe de l'UQAM et Alexis Guillemard aussi à l'UQAM, associé à un projet qui a été notamment financé appuyé par Ouanos. Euh, Dominique, il est détenteur d'un PhD en développement régional de l'UQAR. C'est son expertise aussi en développement des communautés, en développement touristique. Et puis, il est professeur titulaire à l'étude, au département des études urbaines et touristiques à l'Université du Québec à Montréal, des gens avec qui on a collaboré beaucoup au fil des ans à Ouranos. Et Alexis est docteur en études urbaines à l'Université du Québec à Montréal. Et donc, je leur cède la parole pour leur webinaire. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités et de nous offrir là, ce moment pour parler de nos travaux. Euh, c'est ce qu'on va vous présenter sous forme d'un récit, hein. Donc, on va être dans une présentation qui est peut-être un peu moins classique là, en termes de forme qu'une présentation scientifique, là, je dirais lambda. Mais vous allez voir, là, la forme parle avec le fond. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est le récit d'un laboratoire vivant qui était, je dirais, bicéphale ou birégional, hein, donc avec les îles de la Madeleine et dans les Laurentides. Donc, vous voyez, on a tout un ensemble de partenaires hein, qui nous ont permis de faire ce projet de recherche-là, donc à travers, entre autres, le plan pour une économie verte 2030 là, du gouvernement du Québec, le ministère du Tourisme là, qui était l'intermédiaire vers ce plan pour nous, Ouranos, comme M. Bourque l'a mentionné, Mitax qui a supporté le stage postdoctoral de Alexis et le GUQAM là, qui a supporté le projet à travers là, principalement des locaux et des ressources là, en nature là, dans le cadre du projet. Donc, c'est quoi le contexte dans lequel on était? Donc, le titre officiel, je vais le dire une fois, c'est comprendre les modalités d'intervention pour renforcer l'innovation entrepreneuriale en adaptation au changement climatique des régions touristiques phares des îles de la Madeleine et des Laurentides. C'était dans la programmation 2020-2025 d'Ouranos, dans la thématique de l'économie du Québec. Et nous, ce qu'on visait, c'était d'identifier des besoins d'adaptation et d'innovation selon le positionnement des acteurs dans une chaîne de valeur du tourisme là, dans les deux régions. Donc, nous, en gros, on abordait la question de l'adaptation dans un discours qui était plus proche de celle d'innovation pour les organisations touristiques et les territoires touristiques plutôt que sous l'angle, là, je dirais, de l'information, de la sensibilisation et de la communication environnementale. Donc, nous, ce qu'on voulait regarder, c'était d'avoir une opportunité de documenter ce processus d'innovation, plus particulièrement les freins et les accélérateurs, faire des expérimentations là, sur place, in situ, en contexte réel pour favoriser l'adaptation au changement climatique et proposer du matériel pour accompagner les différents acteurs cibles vers l'adaptation. Un des éléments, une des comparaisons que je donnais souvent en lien avec l'adaptation au changement climatique comme processus d'innovation, c'est que si une PME, touristique ou autre, arrive chez son banquier avec aucune planification d'adaptation et d'innovation face aux transformations numériques dans son secteur, probablement qu'il ne se fera pas prêter d'argent. Et nous, ce qu'on se disait, dans la même mesure, on peut concevoir l'idée de l'adaptation au changement climatique comme un processus d'innovation pour les organisations qui s'adaptent aux transformations de leur milieu, qui devrait, je dirais, a priori, être aussi important que l'adaptation technologique. Donc, si on passe à la suite. Donc, les laboratoires vivants ou Living Lab ont toutes sortes de configurations. Certains sont portés par des collectivités, d'autres par des secteurs. Et nous, le nôtre s'inscrit je dirais, dans la catégorie des laboratoires vivants, des Living Labs qui sont research-based ou dirigés par la recherche. Hein, donc, sous ma direction, ce que l'on vise à la fois, c'est des objectifs scientifiques, des objectifs d'innovation, des objectifs de recherche, des objectifs d'action.
Qu'est-ce qu'on entend par laboratoire vivant? Bien, dans notre cas, on entendait une approche itérative d'innovation ouverte, centrée sur les besoins des usagers, qui explore des solutions aux problèmes rencontrés par la co-création et l'expérimentation. Donc, notre objectif scientifique, ben, c'est d'avoir un ensemble de méthodes en lien avec une recherche-action pour permettre de collecter des données principalement qualitatives, tout en visant un impact dans le milieu, là, tel que Sophie Valnès le précisait en 2021. Et pour nous, on est dans une alternance dans des cycles itératifs de collecte de données, d'analyse qualitative, de moments de co-création qui deviennent aussi des instants de collecte de données qu'après, on va réanalyser. Et ces analyses-là sont ramenées dans le processus de co-création. Et donc, on est dans des cycles, ce que nous, on appelle des tours de roue. Donc, on est dans des méthodes qui sont mixtes. Et dans notre cas, on a créé un laboratoire très vivant, je dirais même plus vivant que ce qu'on s'attendait. En gros, ceux qui, j'ai vu là, mon collaborateur des premières heures et bon ami David Guimond en ligne, hein, les Living Labs ont tendance des fois à prendre une vie qui leur est propre. Et nous, comme chercheurs, on se trouve à être un peu, je dirais, amenés dans ce processus-là. Donc, nous, on a travaillé avec des entretiens empathiques autour de l'innovation collective, l'innovation ouverte, l'innovation sociale, collective. On a une espèce de référent qui sont ces grands événements de co-création, de solutions de problèmes où les gens travaillent en équipe, tout ça. Nous, on n'a pas du tout procédé comme ça. On a amené le Living Lab notre Living Lab était un peu mobile et on l'a amené vers les acteurs. Et une des méthodes qu'on a utilisées, c'est l'entretien empathique au départ. Donc, l'entretien empathique, c'était une approche qualitative inspirée du design thinking, là, centrée sur l'utilisateur. Donc, on a fait en tout 23 entretiens, 15 aux îles de la Madeleine, 8 dans les Laurentides, où est-ce qu'on est allé sur place discuter avec les intervenants touristiques pour identifier les besoins et des défis spécifiques à leur situation, mais leur situation située dans l'espace et le temps au moment présent où est-ce qu'on a discuté avec eux. Suite à l'analyse de ces entretiens-là, on a créé 6 micro-ateliers aux îles, parce que là, on était avec soit une organisation, mais quelques membres de l'organisation ou des fois, on pouvait mettre 2 organisations ensemble et 2 ateliers collectifs. Dans les Laurentides, là, on a fait 3 ateliers et tout ça était autour d'une conception itérative, encore une fois, basée sur la co-création et le prototypage rapide, donc souvent des prototypes sur papier, mais vous allez voir, là, dans certaines expérimentations, on est allé plus loin. On a eu aussi... Oui, pardon, vas-y, Alexis. J'ajoute juste que prototypage rapide, dans le cadre de ce projet de laboratoire vivant qui a duré 2 ans, on a voulu prendre quand même des raccourcis sur l'idéation par rapport à un cas d'école de modèle de laboratoire vivant qui utilise les approches du design centré sur l'utilisateur. Donc là, on a pris quelques raccourcis parce qu'on voulait vraiment aller dans la phase d'expérimentation avec les acteurs. Donc quand on dit prototypage rapide, c'est qu'on n'a pas trop niaisé dans dans le moment de l'idéation et qu'on a vite voulu cibler des pistes d'action sur lesquelles on pouvait travailler avec les acteurs. Ouais. Et donc, mais suite à tout cet ensemble d'entretiens et d'ateliers, il a émergé 2 acteurs, un aux îles de la Madeleine, un dans les Laurentides, qui avaient fait face à des situations particulières, qui avaient intégré dans leur organisation des éléments d'adaptation qu'ils voulaient partager avec leur communauté d'affaires, avec leur communauté, je dirais, touristique et territoriale. Et donc, on a fait 2 balados-diffusions avec des entrepreneurs qui s'adaptent. Donc, un avec un hôtel qui a vu un de ses produits phares hivernal disparaître en même temps que la banquise et un gestionnaire là, de plein air qui, à travers la gestion de risques associés au plein air, s'est mis à intégrer d'une manière très, je dirais, intuitive de la gestion d'aléas climatiques là, à son modèle d'affaires. On a aussi complété avec des sondages autour de la compréhension et des besoins par rapport aux informations climatiques pour les guides touristiques et les employés, je dirais, de première ligne, mais aussi des rencontres de groupe et des entretiens ciblés sur certaines expertises, la santé publique, l'aménagement du territoire, etc. Donc,
2 cycles d'expérimentation achevés. Donc, aux îles de la Madeleine, ce qu'on a fait, c'est une expérimentation d'ingénierie végétale pour protéger 5 sites touristiques avec des enjeux d'érosion côtière. On a aussi une co-construction d'un discours commun sur les changements climatiques aux îles de la Madeleine pour les guides touristiques et les employés de première ligne, là, de par le fait même, qui se font constamment parler par les visiteurs de changements climatiques et il y a un instant, il y a un désir de pas d'avoir un discours unifié, mais d'avoir une base de connaissances pour répondre à ces besoins-là. Et la valorisation de l'expérience d'adaptation au changement climatique du Château Madelino, là, qui, eux, avaient un produit phare d'observation des Blanchons l'hiver avec les photographes animaliers de partout dans le monde et activité qui est disparue et comment ils ont procédé à ce phasing out de cette activité phare. Du côté des Laurentides, on a sécurisé des pratiques en contexte de changement climatique avec 3 parcs régionaux de la MRC d'Antoine Labelle. Donc, ça a été principalement un atelier. Là, on réfléchit à comment on pourrait là, réactiver ce morceau-là. Celle qui est plus avancée, c'est l'accompagnement du sentier des cimes vers qui, eux, ont un enjeu avec leur forêt et de voir comment on peut réfléchir à de l'aménagement forestier résilient au changement climatique, mais dans une perspective récréative, pas dans la perspective de produire de la matière ligneuse ou de la commercialisation de produits forestiers non ligneux, mais vraiment dans qu'est-ce que c'est la foresterie résiliente au changement climatique dans un contexte de récréation, de loisirs. Et la valorisation de l'expérience d'adaptation au changement climatique là, de l'entreprise Rafting Nouveau Monde qui a intégré là, à travers une matrice de risque les aléas climatiques en lien avec les autres éléments de risque de son organisation. Okay. Alexis, Donc, je te passe la parole. Oui, là, c'est moi qui vais vous présenter donc 2 récits finalement de 2 cycles d'expérimentation qu'on a choisis parmi ceux que vous a brièvement présenté Dominique. Il faut savoir que là, il y avait 6 exemples d'expérimentation qu'on a réalisés aux îles et dans les Laurentides, mais il y a plusieurs autres cycles qu'on n'a pas pu achever ou plusieurs acteurs qui nous ont contactés pour des enjeux qui ne pouvaient pas être traités réalistement avec les ressources qu'on avait et dans une période de 2 ans. Donc, on a aussi semé des idées et des contacts pour le futur. Et là, je tiens juste à préciser particulièrement pour la question de la santé psychologique des entrepreneurs en tourisme face aux effets des changements climatiques. C'est un projet en lui-même euh, qui est vraiment apparu comme important aux îles après notamment l'ouragan Fiona et qu'on n'a pas forcément eu le temps de traiter parce que c'était très massif en termes de connaissances à mobiliser et d'expertise externe à aller chercher. Donc, c'est un projet qui se déroulera probablement de lui-même dans le futur. Et l'autre chose aussi, c'est tout à coup travailler avec des acteurs de la santé publique, qui est un acteur des acteurs avec lesquels ni moi ni Alexis avions une expérience, et donc des temporalités en termes de gestion, en termes de déploiement d'initiatives qui n'étaient pas du tout les mêmes, et donc qui nécessiteraient là, une planification de recherche là, qui leur serait propre d'une certaine manière. Tout à fait. Donc, je vais commencer par, moi, vous présenter le cycle d'expérimentation autour de la végétalisation des berges de sites touristiques menacés par l'érosion. Et la végétalisation, elle se fait par l'utilisation d'une plante qui s'appelle le myrique de Pennsylvanie, que je vais vous présenter un petit peu plus ensuite. Donc, je vais vous présenter en détail les 2 cycles d'expérimentation, parce qu'on ne pouvait pas tous vous les présenter dans le temps imparti. Et la façon dont je vais vous présenter ces cycles, c'est un petit peu en rendant hommage à un de mes profs de français de secondaire qui m'avait parlé du schéma narratif, et donc en 5 étapes. Et donc, j'ai déconstruit nos cycles d'expérimentation avec ce schéma narratif-là, donc la situation initiale, l'élément perturbateur, le dénouement, la situation finale. Et donc, en fait, ça permet quand même de façon assez efficace de présenter qu'est-ce qui s'est passé dans nos expérimentations. Donc, la situation initiale aux îles de la Madeleine concernant notre cycle d'expérimentation avec le mérique des îles. Donc, on a une distillerie d'huile essentielle et des acteurs touristiques qui sont confrontés aux effets des changements climatiques. Donc, on le sait, hein, dans un contexte des îles de la Madeleine qui est un laboratoire à ciel ouvert pour tout ce qui est de recherche par rapport à l'adaptation au changement climatique, tellement ce territoire est frappé durement. Et il avait été
particulièrement frappé durement en 2022 par la tempête Fiona en septembre 2022, qui avait finalement précédé notre passage de quelques mois, parce que nous, notre premier passage aux îles de la Madeleine, il a lieu en avril 2023 dans ce projet-là. Et donc, faut savoir que tout le monde est très profondément marqué par cet événement qui vient d'arriver quand nous, on arrive pour parler de changement climatique et d'adaptation avec les acteurs du tourisme. Donc, dans aux îles de la Madeleine, on a une entreprise qui s'appelle Quatefeuille, qui est une PME qui distille des huiles essentielles et qui, au moment où nous, on fait notre premier passage, explore la capacité du Mérique de Pennsylvanie à jouer un rôle dans la végétalisation des berges touchées par l'érosion. Donc, dans cette situation initiale, en fait, les protagonistes de l'histoire que je vais vous raconter, ils se connaissent, mais ils ne collaborent pas encore ensemble pour l'adaptation au changement climatique. L'élément déclencheur finalement de ce cycle d'expérimentation, qu'est-ce que c'est? Le récit s'emballe quand le partenaire local du projet, donc Jason Bett, là je mets vraiment en avant ça dans les deux cas, dans les Laurentides aussi, ce qui a permis le succès de nos cycles d'expérimentation dans les deux territoires, c'est vraiment ce relais territorial et très actif, très proactif de nos deux partenaires. Donc c'était les créneaux d'excellence en tourisme des îles de la Madeleine et des Laurentides. Donc, ce sont des structures qui ont aujourd'hui disparu, qui ont été intégrées dans les ATR, dans les associations touristiques régionales. Mais à la base, quand on a réfléchi au projet, c'était nos partenaires. Donc, Jason, aux îles, permet notre rencontre avec Quatefeuille et donc nous met en relation parce qu'il a entendu parler donc, de cette plante, le mérique de Pennsylvanie, qui à la base est utilisé pour faire des huiles essentielles parce que c'est un laurier sauvage, ça sent très bon. Et finalement, ceux qui l'utilisent pour l'huile essentielle se sont rendus compte que c'est le dernier arbuste qui reste après la tempête. C'est celui qui tient le plus longtemps sur les falaises à vif des îles de la Madeleine. Donc, il commence à ce moment-là, ce petit acteur, à explorer la possibilité d'utiliser dans des travaux de revégétalisation des berges touchées par l'érosion, notamment avec le MTQ. Mais c'est un organisme qui est preneur d'autres cas pour documenter la capacité de cette plante à être utilisée pour lutter contre l'érosion. Donc, quand on rencontre pour la première fois Quatefeuille, ça nous permet vraiment de l'identifier comme une entreprise porteuse de solutions locales pour les entreprises touristiques qu'on va continuer de rencontrer au fil du projet. Et c'est aussi donc cet élément déclencheur, notre première rencontre avec le Mérique de Pennsylvanie, hein, qui nous a intéressés bien au-delà de ses capacités de fixation, parce que nous, en tant que chercheurs qui étudions beaucoup le tourisme, on essaie toujours de réfléchir aux possibilités offertes par ces différents éléments. Et le myrique, donc c'est un laurier sauvage, donc on peut l'utiliser dans la cuisine, il sent bon, c'est une plante lustrée, une belle plante, elle a des intérêts esthétiques. Et on sait dans des territoires sinistrés par les changements climatiques, où les enrochements se multiplient, que ça peut être des enrochements parfois un petit peu anarchiques réalisés par des particuliers, il faut commencer à y avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on peut embellir ces lieux-là aussi pour se les approprier. Il est aussi intéressant de souligner que l'organisation Quatreufeuille a, avant même de réfléchir à cette idée d'utiliser le mérique pour la revégétalisation d'espaces en érosion, a toute une métaphore narrative qui associe le mérique, ses propriétés, avec aussi l'identité madelinienne, en lien avec la résilience, avec l'histoire de leurs ancêtres qui s'installent sur l'archipel, etc. Et donc, on a un écho avec quelque chose qui est créateur de sens à l'échelle du territoire et non seulement avec des fonctions, je dirais, biologiques et physiques. Là. Merci, Dominique. Pour les péripéties de notre récit, quelles sont-elles? Ce sont finalement toutes les méthodes qu'on a mises en œuvre pour mener une expérimentation autour de l'utilisation du mérique des îles comme solution d'adaptation au changement climatique pour des acteurs du tourisme. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'on a réalisé plusieurs entretiens, hein, que ce soit avec Quatefeuille pour approfondir notre compréhension de comment fonctionne cette organisation, de mieux comprendre aussi la plante qu'est le mérique des îles. On ne voulait pas non plus que cette solution s'impose aux acteurs.
Donc, on a bien sûr rencontré les acteurs pour savoir quels étaient leurs problèmes, pour voir si cette solution pouvait être explorée avec eux, mais on n'a pas voulu imposer la solution aux acteurs. Ce sont suite à nos rencontres avec des acteurs du tourisme qui étaient touchés par l'érosion et qui soit avaient des enrochements qui voulaient embellir, soit avaient des côtes qui voulaient végétaliser, des bouts de côte qui voulaient végétaliser. C'est à ce moment-là qu'on leur a dit, ben, nous, on connaît un acteur, est-ce que ça t'intéresse? Et globalement, les retours qu'on a eus, c'est de l'aide locale, ça me parle. Donc, c'est une personne qu'on avait rencontrée lors d'un micro-atelier qui nous a parlé de cette envie finalement de sortir du cycle des demandes de subventions après catastrophe auprès des différents ministères et de la municipalité, mais plus d'essayer de s'entraider entre acteurs touristiques pour faire face donc à la tempête. Et là, j'en parle aussi, j'en parlerai peut-être un petit peu après, mais agir, même agir petit, c'est déjà agir. Et pour le plan de la santé psychologique face aux effets des changements climatiques, c'est vraiment un constat qui est fait par la littérature à ce sujet. C'est que la mise en action à son échelle permet vraiment d'évacuer de l'anxiété, d'évacuer le sentiment d'impuissance un petit peu. Vraiment, c'est important aussi à ce niveau-là. On a eu un atelier principal qui a réuni les différents acteurs touristiques qui étaient intéressés à participer pour planifier la mise en œuvre des chantiers de végétalisation. Donc, on avait différents types d'acteurs touristiques, donc des bases de loisirs, une auberge, un motel, une boutique d'art, un atelier d'artiste et un chemin à vocation touristique qui est géré par la municipalité. Donc, on est un laboratoire très vivant, comme le mentionnait Dominique tout à l'heure. Donc, finalement, on a deux acteurs qui s'ajoutent en cours de route. Un motel où on était hébergé qui entend parler de la démarche et qui nous dit ah, ça m'intéresserait. Puis nous, on est vraiment dans une démarche d'innovation ouverte. Donc on lui dit ben, viens, ça nous donnera un cas supplémentaire. Tu es un petit acteur touristique fortement touché par l'érosion. Tu vas aussi être un cas qui nous intéresse. Puis on pense que ça peut t'aider à t'approprier un peu cet enjeu-là aussi. Et l'autre acteur, c'est la municipalité qui nous a beaucoup aidé au cours du projet et qui a pensé à ce secteur aux îles de la Madeleine, qui est un chemin, le chemin des échoueries, qui là, lui aussi, est menacé par l'érosion. Et donc, on commence à réfléchir aussi à des méthodes de végétalisation. Donc, le dénouement de notre récit, donc, ce sont ces 500 chantiers de végétalisation qui ont eu lieu il y a environ un an, à l'automne 2024. Environ 200-250 plants de mairies qui ont été plantés dans différents secteurs. Donc, on s'entend que ce ne sont pas des très, très gros chantiers, mais ça permet vraiment aux acteurs de s'approprier un type de solution face aux effets des changements climatiques. Donc là, j'ai listé les différents acteurs qui ont participé, donc la base de loisirs et d'hébergement touristique, l'auberge, le motel, la boutique d'art et le chemin à vocation touristique. Le maître d'œuvre de ces chantiers, parce que nous, on ne pouvait pas toujours aller aux yeux de la Madeleine, c'est Alliance Myrique. Donc, Alliance Myrique, c'est le miroir de quatre feuilles. C'est cette nouvelle PME qui est créée et qui cultive le mérique en fait, à des fins d'ingénierie végétale aujourd'hui. La situation finale, hein, on le sait quand on parle d'innovation, c'est comment est-ce qu'on transforme une expérimentation en innovation. Et ça, c'est toujours là où on a un petit peu de difficulté, notamment à mettre à vraiment être sûr que ce qu'on fait va percoler, puis va changer un petit peu le rapport des acteurs qui ont participé au changement climatique et à leur action face au changement climatique. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est des premiers suivis qui ont été réalisés déjà à la fin de l'hiver 2025 sur les différents chantiers, quel est le taux de survie des plans, quel est leur effet sur les différents secteurs où ils sont plantés. Donc ça, bien sûr, c'est un petit peu, c'est vraiment dans le futur qu'on regardera ça. Et bien, quelque chose qui nous intéresse d'un point de vue touristique aussi, c'est les interactions que ces plans suscitent avec les visiteurs, parce que on voit, ils se voient ces plans. Et est-ce qu'on va demander à nos partenaires si les visiteurs leur ont posé des questions sur ces plans? Je peux donner un exemple là, très, 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 très concret sur comment tout à coup l'apparition de l'utilisation de cette plante qui a une histoire, qui a un référent, qui nécessite un investissement de temps, bon, d'argent. Là, nous, on a mitigué le risque en couvrant une partie du coût des plants. Mais par exemple, sur
dans le domaine de l'hébergement, hein, au bout du terrain, là, où est-ce qu'on arrive à l'enrochement, ben, c'est sûr qu'une des bonnes pratiques, c'est de cesser de couper la végétation, de la laisser faire des racines, prendre place, mais les clients, ils veulent avoir accès. Hein, ils trouvent, puis là, si c'est un peu, ça a l'air d'une friche, ils trouvent que ça a l'air, je dirais, malpropre, mal entretenu. Et donc là, tout à coup, à travers le numérique, ben là, on est capable, l'entrepreneur est capable de justifier que non, mais là, on ne tombe plus jusqu'au bout parce que regardez, il y a cette plante. Et là, il y a toute une histoire. Et au-delà de la capacité des racines à maintenir, il y a aussi la transformation de la relation à cet espace par les différents intervenants dans la prestation touristique. Tout à fait. Et en plus, ça vaut la peine aussi de mentionner que c'est une très bonne espèce pionnière aussi, le mirique. C'est aussi pour ça qu'on l'utilisait comme plante seule. En général, quand des opérations de végétalisation ont lieu, qu'elles sont gérées par un ministère ou par une firme, va y avoir une combinaison de ces plantes. Nous, on a choisi cette plante-là pour différentes raisons, peut-être plus liées au tourisme qu'à la biologie, mais n'empêche que c'est vraiment aussi une de ses caractéristiques, qu'elle prépare le terrain pour d'autres plantes aussi. Donc c'est aussi ça qui nous intéressait dans le mirique. Et ça aussi, on va le suivre. Qu'est-ce qui arrive après le mirique en termes de biodiversité sur ces secteurs revégétalisés. Donc, ce qui est déjà observé avant que l'on sache ce qui va se passer dans le futur, hein, c'est que agir et avoir la pression d'agir est un premier pas vers une meilleure santé psychologique face aux effets des changements climatiques. Donc ça, je le disais tout à l'heure, et ça a quand même c'est quand même revenu beaucoup dans nos discussions avec les différents acteurs du tourisme, ce besoin de faire quelque chose face à ce qui arrive et pour essayer de sortir un petit peu de la sinistrose. Donc maintenant, je vais vous présenter un récit d'un autre cycle d'expérimentation dans un contexte tout autre. Donc c'est dans les Laurentides, la forêt résiliente, la forêt récréative résiliente, devrais-je dire, au Sentier des Cimes. Donc le Sentier des Cimes qui est situé au Mont Blanc, anciennement. euh, c'était quoi, c'était quoi déjà l'ancien nom de Mont Blanc? Pas de Saint-Faustin-du-Lac-Carré. Saint-Faustin-du-Lac-Carré. Ouais, c'est bon, merci. Donc cet attrait incontournable aujourd'hui des Laurentides, hein, ceci consiste donc en un sentier surélevé, une passerelle surélevée en bois au niveau de la cime des arbres. Et le contexte dans lequel finalement on arrive, c'est le contexte d'une forêt qui entoure le sentier des cimes, qui est relativement jeune, qui est une forêt plantée et qui se compose à très grande majorité d'arbres pionniers, donc comme le peuplier, le sapin et le bouleau. Et dans un contexte de changement climatique, en fait, ces différents peuplements sont vieillissants et à chaque tempête, à chaque événement climatique extrême, subissent des pertes importantes. Il y a autour du sentier des cimes de plus en plus de chablis, donc d'arbres couchés qui peuvent former donc, des espèces de clairières au milieu du bois. Et c'est la multiplication de ces chablis inquiète le directeur, inquiète finalement les personnes qui réfléchissent à de quoi aura l'air ce lieu dans 30 ans finalement si ça continue sans intervention de notre part. Donc l'élément déclencheur, c'est comme aux îles, bien sûr, c'est la mise en contact, hein, parce que quand des chercheurs arrivent dans un territoire, notamment quand ils arrivent de Montréal, il y a parfois un risque de ne pas réussir à entrer en contact de façon intéressante avec les acteurs locaux parce qu'ils ne nous connaissent pas et puis on a, on a tendance, c'est vrai, qu'en tant que chercheur, de passer en comète dans les territoires et à repartir aussi vite qu'on est venu en repartant avec des résultats sans forcément les faire percoler dans les milieux. Donc, heureusement, dans les Laurentides, on a pu compter sur le soutien là aussi de Caroline Asselin, qui était alors directrice du créneau d'excellence, qui a disparu depuis, mais qui nous a beaucoup aidés. Et on a eu un retard à rattraper aussi Le créneau a disparu, pas Caroline. Caroline, non, bien sûr. Caroline, je ne sais pas si elle est ici. Si elle est ici, je la salue, bien sûr. Les Laurentides, ça a été un cas un peu particulier parce que notre partenaire local, qui était le Créneau,
il y a eu plusieurs directions pendant notre passage qui ont un petit peu retardé en fait le démarrage. Donc tout à l'heure, quand on vous a présenté les deux cas au niveau méthodologique, vous avez vu un déséquilibre entre les îles et les Laurentides. Dans les Laurentides, on a dû commencer environ 1 an après le début espéré, enfin le début du projet en fait. Donc c'est pour ça que ce retard c'est aussi concrétisé dans un déséquilibre entre les deux territoires qui est quand même indéniable. Mais il n'empêche que grâce à Caroline, on a pu vraiment rattraper une bonne partie de ce retard, notamment quand elle nous a mis en contact avec le Sentier des Cimes. Donc le Sentier des Cimes, on l'a rencontré à plusieurs reprises, son directeur Nicolas Joly et différents employés qui ont participé à nos exercices. Le premier entretien semi-dirigé qu'on a réalisé avec l'entreprise, ça nous a vraiment permis de comprendre quels étaient les besoins et les défis qui étaient rencontrés par l'organisation par rapport à l'adaptation au changement climatique. Et rapidement, on a suivi avec un atelier qui a eu pour réaliser au Sentier des Cimes et qui a eu pour but de réfléchir en fait aux différentes expérimentations possibles. Parce que nous, on est arrivé, Nicolas avait mentionné des défis par rapport au fait que le Sentier des Cimes, c'est un sentier qui est ouvert aux 4 vents et que donc finalement, il y a un sweet spot entre 10 degrés et 20 degrés pour les visiteurs. Au-delà de 20 degrés, comme c'est au soleil, il fait très chaud s'il y a du soleil. Et en bas, il fait froid. Puis on est soumis donc, aux événements météorologiques. Donc voilà, on pensait instinctivement, on pensait intuitivement qu'on irait peut-être plus vers là, la gestion de la clientèle dans ce sentier exposé aux aléas. Et finalement, très très vite, alors qu'on présentait les différents scénarios, Nicolas nous a arrêté en disant que ça, finalement, lui, il avait l'impression d'avoir une prise dessus sur ces enjeux-là. Mais ce sur quoi c'était beaucoup plus difficile pour lui d'agir, c'était la question de la forêt autour du Sentier des Cimes, dont il voit très bien qu'elle est en train de souffrir depuis quelques années, et il a peur que ça continue dans le futur, et une peur bien sûr très légitime. Donc, ce qu'a fait Nicolas, c'est qu'il nous a orientés vers la question de la forêt résiliente. Donc, c'était un scénario qu'on avait aussi bien sûr nommé, mais dans lequel on ne s'attendait pas forcément à aller non plus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la création d'une forêt résiliente, en tout cas l'idéation d'une forêt résiliente, une forêt, ça pousse très lentement. Et donc, c'est une vision très long terme. Et donc, dans le cas d'un entrepreneur privé, avoir cette vision très long terme de ce qu'il pourra léguer au territoire dans 30 ans, c'est quand même vraiment à saluer. Donc, très vite, à la suite de notre rencontre, la MRC des Laurentides, qui était déjà présente au premier atelier, qui est propriétaire de la forêt qui entoure le Sentier des Cimes. Donc, elle a donné un bail au Sentier des Cimes pour gérer son sentier pendant c'est un bail qui est pour plusieurs dizaines d'années, mais qui fait de la MRC un partenaire naturel pour parler de la forêt résiliente. Donc, le coordonnateur forestier de la MRC des Laurentides nous a fait visiter la forêt quelques semaines plus tard pour comprendre bien les enjeux qu'elle traversait et pour cibler des possibilités d'intervention. Nous, une fois qu'on est rentré après cette visite de terrain, on a commencé à réfléchir à l'atelier qui permettrait de préciser l'expérimentation. De quoi ça aurait l'air, cette expérimentation en forêt récréative résiliente. Donc là, on a fait appel à des expertises externes, parce que nous, on ne les possédait pas à l'interne. Donc, on a notamment fait appel à un expert de la firme Habitat qui nous a aidés pour la partie plus foresterie, donc un ingénieur forestier qui était en mesure de nous expliquer notamment c'était quoi les essences qui pouvaient être jugées plus résilientes dans une perspective de forêt qui serait plus résiliente aux effets des changements climatiques. Donc, toutes ces personnes ont été réunies lors du deuxième atelier qui a mené à cibler des secteurs autour du Sentier des Cimes qui pourraient être la cible de premiers chantiers de plantation finalement d'arbres, donc d'essences résilientes. Donc le dénouement de ce récit, ce sont ces forêts, ce sont ces plantations. Donc c'est vraiment sous l'impulsion de Gilles Séguin, donc le coordonnateur en foresterie de la MRC des Laurentides, que je tiens vraiment à saluer, qui a pris la balle au bon pour activer toutes les ressources dont il dispose pour la mise en œuvre de la plantation.
Donc, ils ont réalisé un beau plan de plantation en intégrant les recommandations de la firme Habitat, donc une plantation de 500 arbres, donc des essences choisies, aussi selon des critères donc, de résilience aux effets des changements climatiques. Et la première phase de plantation d'arbres, dans les zones identifiées lors du deuxième atelier, ont eu lieu en avril 2025 et les plantations suivantes seront prévues cet automne. Donc, je ne sais pas si elles ont déjà eu lieu, Gilles, mais je n'ai pas eu de nouvelles, mais c'est normalement en septembre-octobre que devront se passer ces plantations-là. Donc la situation finale, on attend des premiers suivis à l'automne 2026 pour les jeunes plants qui ont été effectués euh, en, en- au printemps 2025. Et puis ensuite, on va faire des suivis annuels de ces plantations-là et qui seront réalisés par les employés du Sentier des Cimes selon un protocole qui sera proposé par la MRC des Laurentides. Ensuite, il y a la volonté, que ce soit du côté du Sentier des Cimes, de la nôtre ou de la MRC, de poursuivre des chantiers de végétalisation dans les chablis autour du Sentier des Cimes, parce qu'on a des très gros chablis qu'on n'a pas encore du tout abordés et qui ont tendance à grossir à chaque événement climatique extrême. Donc là aussi, il y a des enjeux de planter, de diversifier aussi les essences qu'on y trouve, parce qu'il n'y a que du sapin qui pousse dans ces chablis en ce moment. Et donc, ça peut provoquer des problèmes, là encore, dans le futur, s'il y a une seule espèce qui évacue toutes les autres. Donc, on est en train d'explorer des nouveaux partenariats possibles avec des acteurs qui seront susceptibles d'épauler la MRC et le Sentier des Cimes dans ces chantiers de végétalisation. Donc là, je te redonne la parole à Oui. Dominique. Donc, rapidement, les apprentissages issus de ces récits d'adaptation, puis du laboratoire vivant là, dont on a fait, je dirais, 2 ans, sont, donc, la première chose, c'est que pour les PME, la question de l'adaptation, ça peut être un récit qu'on pourrait considérer comme sombre dans le sens que la PME touristique, qui peut souvent va être saisonnière, va être plus une P qu'une ME, avec souvent moins de 10 employés, avec des employés récurrents année après année, en très petit nombre. La question de l'adaptation, c'est une gestion complexe qui implique un temps long et ça peut et des interactions avec des nouveaux acteurs qui ne sont pas, je dirais, dans la culture organisationnelle. Donc, si on pense entre autres là, au cas du parc de Gros-Cap aux îles de la Madeleine, composé avec des ingénieurs civils, avec le ministère de l'Environnement, etc., autour de l'adaptation à l'érosion. Pour quelqu'un qui gère une base de plein air, on s'entend que c'est tout un ensemble d'acteurs avec lesquels on n'est pas habitué de travailler. Donc, et toute la question aussi de l'incertitude qui vient avec le futur suite aux aléas climatiques extrêmes. L'autre chose, c'est les gens s'adaptent. Les entreprises s'adaptent. Donc, tout ça est extrêmement dynamique, mais il y a beaucoup d'adaptations que je dirais non planifiées, réactives suite à des chocs. Puis nous, comme chercheurs, je pense que c'est bien important d'être très humble et de réaliser qu'ils ne nous attendent pas pour s'adapter. Même en cours de processus, s'il y a une donnée qui change, une réalité, une opportunité, les entrepreneurs vont être actifs et vont prendre des décisions et qui souvent ne sont pas de l'ordre je dirais, de l'adaptation planifiée, mais de l'adaptation réactive. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on compose avec ça? J'aime bien dire, il fait chaud, les clients ont chaud, on met des clims partout, puis on s'est adapté, même si ce n'est pas la meilleure adaptation. Et donc, c'est comment amener un des gros morceaux autour de voir l'adaptation comme un processus d'innovation planifié à l'intérieur de l'organisation, c'est comment amener cette, je dirais, adaptation-là à devenir plus, je dirais, planifiée, cohérente et structurée à l'intérieur d'une projection de l'organisation sur plusieurs années. Dans certains cas, par exemple, on voit qu'elle est déjà intégrée à la gestion et dans les plans d'affaires. Les acteurs du plein air nous ont apparu comme étant des acteurs extrêmement importants, des acteurs clés, voire baromètres, parce que
les entreprises de plein air ont une certaine forme de responsabilité partagée avec leur clientèle autour des enjeux de la sécurité et du risque qui est pris dans l'action de plein air. Et donc, ils ont une culture de gestion de risque qui est déjà là, qui nous apparaît être plus sensé, plus facile à intégrer la question de la gestion du risque climatique et de son adaptation. De plus, de par le fait qu'ils sont sur les territoires, et souvent sur les territoires qui sont plus sensibles, hein, dans la forêt, sur les côtes, en kayak, en canot, en randonnée, ben, ils sont aussi une source de témoignages des transformations du territoire sous l'action climatique qui nous apparaît important dans le futur à peut-être mieux formaliser et mieux regrouper. Ben, l'adaptation, c'est aussi une question, l'élément qui est important, qui nous est apparu, c'est la prise en compte des temporalités. Hein? Ce qui s'est passé dans le passé reste très présent. Je vais sonner comme un prof de philo, mais c'est quand même ça. Par contre, s'adapter, c'est se projeter dans l'avenir, mais le futur est incertain. Puis pour l'entrepreneur, ben, le quotidien, il est constant. Il y a des comptes à payer, des employés à embaucher, des fournisseurs à gérer, des prestations, des clients. Et ce quotidien constant-là, lui, se trouve à se combiner avec un futur incertain et des chocs passés qui restent présents dans l'esprit et dans la réflexion. Et cette partie-là temporelle nous est apparue comme quelque chose qui est vraiment un fort enseignement, même si là, on le nomme, et qui a besoin, je pense, d'être beaucoup plus approfondi dans le futur pour rendre nos entreprises touristiques, je dirais, je dirais plus agiles dans leur adaptation. L'autre chose, c'est qu'on a une diversité de personnages avec des rôles différents. Les initiatives qui sont allées rapidement, qui ont donné des résultats, ben, on a vu des acteurs, je dirais, une diversité d'acteurs travailler ensemble, du privé, du public, de l'associatif, qui ont des capacités différentes, des intérêts différents, des objectifs différents, des réalités différentes, mais très complémentaires. Et à travers ça, le projet d'adaptation devient un peu un projet collectif. Je vois M. Mius là, d'Attention Fragile. Attention Fragile a été un acteur important dans les ateliers autour du numérique, entre autres de par son expérience en gestion de plantation et de voir, de dire, bon, ben, si on intègre le numérique, comment on discute ça? Ça a créé des échanges extrêmement je dirais, pertinent avec la municipalité qui était des Îles-de-la-Madeleine, qui nous présentait aussi son cadre réglementaire pour les interventions de ce type. Et donc, cette mise en commun de différentes logiques, il ne faut pas oublier qu'au Québec, dans le développement des territoires, fait partie historiquement un peu de notre modèle hein, de diversité organisationnelle et entrepreneuriale, hein, à travers l'entrepreneuriat privé, des initiatives publiques et du tiers secteur, qui est aussi très présent en tourisme lorsqu'on sort des grands centres, nous apparaît quelque chose là, qui est fortement à garder en tête et à mobiliser autour des projets. Même chose avec le Sentier des Cimes, quand tout à coup, le privé et le public se sont mis à se parler et là, on a vu le projet débouler à un certain instant à se mettre à avoir sa vie qui lui est propre hors du projet de recherche et dans quelques semaines, on retourne voir là, où est-ce qu'ils en sont rendus, même si pour l'instant, on n'a pas de projet concret pour la suite et les suivis, même si on a des choses là, dans les cartons qu'on devrait être capable de mettre en place éventuellement dans les prochaines semaines ou mois. Merci Dominique. Donc, je vais conclure très rapidement pour qu'on ait un petit peu le temps de prendre des questions. Notre laboratoire vivant, il nous enseigne des choses importantes aussi sur les laboratoires vivants qui sont peut-être des méthodes adaptées à l'étude et à l'accompagnement de l'adaptation au changement climatique. Et c'était une méthode qu'on a remarquée dans les itérations qu'on a eues qui a permis vraiment de faire sortir des nouveaux enjeux par rapport à si on avait été dans une démarche peut-être plus classique. Les enjeux de la forêt résiliente, de la sécurité, de la météo, hein, parce qu'on le sait, quand on parle de changement climatique, on n'aime pas trop parler de météo parce que c'est des choses qu'on va souvent mettre dos à dos pour pas trop mêler les gens. C'est-à-dire quand il fait chaud, ça ne veut pas dire c'est changement climatique. Quand il fait froid, ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu. Hein, mais quand même, on en a beaucoup parlé dans nos rencontres. La santé psychologique, hein, je le répète encore une fois, qui a permis de ressortir. Ce que je veux dire aussi là, un point important, c'est que l'innovation ouverte,
On a décidé de la réaliser en petit comité pour pousser l'expérimentation. Dominique a mentionné ça tout à l'heure, mais on n'a pas du tout fait des grandes messes de l'innovation ouverte avec 60 personnes et 75 000 post-it, parce que dans ce cas-là, c'était pas la partie idéation qu'on voulait pousser davantage. Donc, beaucoup des enseignements, Dominique les a mentionnés. Ce que je dirais peut-être pour conclure, hein, c'est que dans la façon dont on a réussi à travailler sur l'adaptation au changement climatique, c'est souvent en ne parlant pas d'adaptation au changement climatique avec les acteurs. Gilles de Rafting Nouveau Monde, la première fois qu'on est allé lui parler, Je fais pas ça, moi, de l'adaptation. ouais, c'est ce qu'il me disait, je fais pas ça moi d'adaptation. Puis après, par contre, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Quand je change les drains autour des sanitaires, bah, je les ai creusés plus larges et plus profonds. J'ai fait une piscine de rétention d'eau sous le terrain de volleyball, puis des trucs comme ça. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'à plusieurs niveaux, il faisait de l'adaptation. Et on lui a dit, et maintenant, il est dans plein de conférences où il parle de ces différents projets. Donc voilà, ça c'était vraiment très important pour nous de ne pas parler d'adaptation. Donc merci pour votre attention. Votre micro n'est pas activé, M. Bourque. Oui, désolé. Merci Dominique, Alexis pour cette excellente présentation. Puis en plus, on écoute les récits, puis on suspecte qu'il y a aussi beaucoup d'autres récits que vous auriez pu faire et que vous avez seulement mis l'emphase sur ceux-là. Donc, extrêmement intéressant. Puis c'est intéressant parce que dans le chat, il y a aussi toutes sortes de retombées et de suites qui sont mentionnées là, ici. Donc, c'est bien de voir que notamment, il y a des initiatives qui impliquaient les touristes qui ont aussi été impliqués dans une nouvelle forme de tourisme plus participatif à ce genre d'initiative-là. Donc, c'est bien. Il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions, peut-être 5 à maximum 7, 8 minutes. Donc, j'ai remarqué qu'il y a quelques questions. Je vais peut-être y aller, essayer de les regrouper, puis peut-être vous pourriez répondre donc en ligne. Il y a la notion du fait qu'il y a plusieurs MRC présentement qui développent des plans de climat. Puis donc, en quoi est-ce que ces laboratoires vivants pourraient venir potentiellement aider, accompagner, contribuer à ces plans de climat-là faits par les MRC et peut-être vice-versa aussi? Moi, en lien avec cette question-là, j'ai le goût d'aller aussi un peu à l'opposé dans la mesure où comment on continue à faire avancer l'adaptation au changement climatique sans nécessairement avoir continuellement des projets actifs, là, parce que ça coûte quand même assez cher, ces projets-là. Et puis, en quelque part, il faut que les parties prenantes s'approprient les questions d'adaptation au changement climatique. Donc, je vous lancerai peut-être là-dessus, là, sur une première question. Ben, écoutez, c'est une très bonne question. La notion de Living Lab peut être utilisée de différentes manières, hein. Un milieu peut se donner un espace d'échange, de co-création qui va appeler Living Lab. Là, moi, j'en ai vu en Europe, où est-ce que les chercheurs sont, je dirais, très en périphérie, et souvent, c'est des espaces pratiquement de coworking où est-ce que tout un chacun peut commenter sur des projets qui sont en cours, des problèmes qu'on essaie de résoudre. J'en ai vu un là, en Finlande, c'est à côté d'une bibliothèque municipale. Donc, il y a ça. Mais c'est sûr qu'il y a des projets, je dirais, ce qu'on appelle research-driven, comme on a fait. Ça reste des protocoles assez lourds à démarrer parce qu'on a des enjeux là, je dirais, de rigueur. On ne peut pas faire n'importe quoi. Puis c'est de contrôle, de validation. Donc, je crois qu'il faut sortir. Puis là-dessus, je vais peut-être m'enlever de la job, mais c'est correct. Mais je pense qu'il faut sortir des initiatives pilotes qui nous permettent que l'on fait, et travailler peut-être un peu plus sur la mobilisation des connaissances pour la suite. Hein, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on refasse des Living Labs à travers du multi-acteur sur de la revégétalisation de côtes, à grandeur des côtes, qu'il y a de l'érosion au Québec avec toutes ces collectivités-là. Oui, il y a des adaptations qu'il faut se faire d'un endroit à l'autre selon les contextes, selon les types d'acteurs, mais on n'est pas obligé de travailler avec des protocoles aussi lourds. Hein, on peut travailler avec les enseignements, puis moi, je pense que des agents de développement bien formés dans les milieux peuvent animer ce type de démarche-là à partir de nos enseignements qu'on a fait dans des protocoles, je dirais, plus contrôlés. Donc, ma réponse, c'est oui encore, mais tu sais, je pense qu'on a besoin de former
des Oui. intervenants territoriaux à ces méthodes-là pour les rendre plus faciles d'utilisation dans les milieux de pratique et pas nécessairement toujours attendre après les chercheurs. Et ça, Ouais, non, mais oui, vas-y, je vais juste Michel. ajouter un petit détail que dans que ce soit à la MRC des Laurentides ou dans la MRC d'Antoine Labelle, les deux chargés de projet des plans climat, je les ai rencontrés, je leur ai parlé du projet, j'ai fait, on a fait un petit peu un leg, et puis avec la MRC, dans les deux cas des MRC, on a des projets qui sont encore qui sont embryonnaires, mais qui vont se poursuivre. Donc, on est en communication avec les personnes qui doivent mettre en œuvre les plans climat. Donc, on essaye d'arrimer ce qu'on va faire dans le futur à ces plans climat-là. Merci. Et puis, merci, Dominique, là, de la réponse très franche. Je vois que Laurence Coulombe d'Ouranos est là, puis c'est le genre d'information qui est intéressante, mais tu sais, Ouranos continue à croire qu'il y a toujours un rôle à la recherche scientifique, au développement et l'innovation concrète sur le terrain et à l'appropriation de l'enjeu d'adaptation des acteurs. Donc, c'est un peu normal, mais en même temps, c'est clair que les financeurs veulent s'assurer qu'on maximise les financements de façon à créer des changements durables. Peut-être une question à rajouter, notamment en lien avec ce qui se dit dans le chat, parce que, bon, je vois que la Caroline dont vous parliez tout à l'heure, elle est toujours là, à Tourisme Laurentide, donc c'est une bonne nouvelle. Mais il y a quand même cette notion de certaines organisations qui semblaient jouer un rôle clé puis qui disparaissent. Et en quelque part, c'est peut-être plus les individus que les organisations qui sont importantes. Et donc, je me demandais si vous aviez des réflexions sur ce qui est particulièrement important à surveiller pour s'assurer qu'on ait des retombées maximales en matière d'adaptation pour la suite des choses, puis surtout en lien avec des initiatives très structurantes. Tu parlais tout à l'heure, ben, oui, c'est beau les études de cas, mais un des gros défis, c'est de réussir à généraliser beaucoup de ces méthodes-là dans l'ensemble d'un secteur économique tel celui du tourisme. Donc, je ne sais pas si tu pourrais peut-être élaborer un peu là-dessus sur qu'est-ce qui est particulièrement important de surveiller dans ce genre de projet pour s'assurer des retombées maximales par la suite. Ben, pour moi, il y a deux choses qui sont bien importantes, qui viennent de la nature même du secteur touristique. C'est sûr que lorsqu'on a des grandes organisations, par exemple, comme la Montagne à Tremblant, où est-ce que c'est une communauté à l'intérieur d'une organisation, ils ont beaucoup de ressources, c'est différent. Eux, ils peuvent gérer ça à l'interne d'une certaine manière. Mais de manière générale, le tourisme, c'est une industrie d'interdépendance. Hein, c'est un panier de biens où est-ce que ça va du guide touristique à l'hôtel, le restaurant, l'épicerie l'été. Hein, l'épicerie à Tadoussac l'été, c'est une entreprise touristique, même si l'hiver, elle l'est moins. C'est de comprendre cette interdépendance-là pour que l'adaptation, on puisse les faire dans des temporalités cohérentes. Donc, par exemple, dans les Laurentides, certains hôteliers, lorsqu'on a démarré le projet, on n'a pas eu vraiment d'hôteliers. Puis Maurice Couture, qui était à l'initiative de la démarche, nous parlait comment plusieurs hôteliers, eux, les signaux sont faibles parce qu'ils se disent, ben oui, mais s'il y a moins de ski puis moins de motoneige, c'est pas grave. Moi, je fais du mariage, du congrès, des rencontres, du corporatif. Mais c'est sûr que si le cadre autour de cet écosystème touristique-là se met à perdre des plumes partout à cause des changements climatiques, mais l'hôtelier va être frappé aussi. Et c'est cette compréhension-là de l'interdépendance des organisations touristiques face à tous les chocs, qu'ils soient climatiques ou autres, qui a besoin, je dirais, d'être renforcée, puis qui, face au climat, est vraiment centrale. Et là-dessus, c'est de trouver ce que moi j'appelle un peu comme les espèces indicatrices dans les écosystèmes. Dans un écosystème, là, pour voir la santé de l'écosystème, des fois, on va trouver une espèce qu'on va suivre là, de manière très, très détaillée et fine parce qu'elle a des caractéristiques qui nous permettent d'extrapoler sur le reste de la santé de l'écosystème. C'est de trouver dans nos systèmes touristiques ces produits, ces organisations-là qu'il faut suivre de manière très fine. Les entreprises, pour moi, là, les entreprises de plein air me sont apparues là, à travers ce projet-là comme étant un secteur sur lequel il faut porter un peu plus d'attention parce qu'ils sont au front, ils ont déjà une sensibilité au risque et eux peuvent nous donner beaucoup d'enseignements
qu'on va pouvoir transférer vers des organisations qui sont peut-être moins touchées, qui ont peut-être moins la culture de la gestion du risque, mais qu'on va être capable de faire percoler à travers les outils que les acteurs du plein air développent présentement, parce que eux, c'est en temps réel, là, ils sont sur des territoires face aux feux de forêt, face aux tempêtes, parce qu'ils sont sur le territoire et ils ont a priori des obligations en gestion de risque qui sont plus grandes que les autres types d'organisations, un hôtel ou un restaurant, par exemple. Et donc, pour moi, c'est là qu'on a vraiment un travail très fort à faire sur suivre les bons types d'organisations. Après, merci. En passant, le temps file, là, 10h58. Encore un gros merci pour la présentation. Il y a encore quelques questions non répondues. On va peut-être essayer de les prendre en note pour répondre, pour que tu les répondes par la suite. Mais encore une fois, merci pour ce webinaire extrêmement intéressant et bonne suite parce que visiblement, je regarde le chat, là, il va certainement y avoir des suites de tout ça. Merci. Et en conclusion, on voudrait remercier Ouranos et Laurence pour sa patience, son support et sa compréhension quand nous, comme chercheurs, des fois, on se met à avoir des drôles d'idées, puis on se comprend, mais on n'est pas sûr que les autres nous comprennent. Elle nous a suivis là-dedans, puis c'est très, 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 très apprécié. Ouais, c'était On très vous bien. remercie beaucoup. Oui, Laboratoire vivant. Laboratoire vivant. ouais, j'avais coupé Merci. la slide des remerciements, mais merci Laurence, puis merci à tout le monde qui a participé au projet.